Dernier sujet, États-Unis-Europe, mais on va traiter aussi États-Unis-Chine. Donc en fait, le commercial, quoi. Alors je vais très vite parce qu'on arrive à l'heure, mais deux idées. États-Unis-Chine. Alors il y a pas mal de travaux empiriques, etc. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Trump, on a déjà des cas de hausse des droits de douane. On a de mémoire le bois canadien, les cellules solaires, l'acier, l'aluminium, les machines à laver, enfin une liste de produits, confirme, il me semble quand même une chose, qui est que ce sur quoi les États-Unis mettent des droits de douane, ce sont des biens qui ne sont depuis longtemps plus produits aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où la substituabilité entre une production nationale américaine et le produit importé est très faible. Et donc, disons, tous ces biens qui sont taxés maintenant depuis plus d'un an, on voit pratiquement aucun changement du volume des importations. Les États-Unis continuent à importer pratiquement exactement la même quantité et on voit une très forte augmentation des prix qui est due aux droits de douane et qui s'applique à tout le produit domestique. Le prix de l'acier aux États-Unis a monté de 25%, le prix de l'aluminium de 30%, le prix des machines à laver de 25%, mais les importations des États-Unis pour ces produits sont exactement les mêmes qu'avant les tarifs. Donc ça confirme, il me semble, une intuition qui est qu'on est dans un monde où les pays sont spécialisés dans des productions et que, du coup, la substituabilité entre les importations et les productions domestiques est très faible. Donc, il n'y a pas d'effet très négatif sur les pays exportateurs des droits de douane. Ce qui ne serait pas le cas si ces droits de douane portaient sur des produits pour lesquels il y a une substituabilité. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc, du point de vue des Chinois aujourd'hui, on ne voit pas d'ailleurs de freinage du tout des exportations de la Chine vers les États-Unis. Ce qui n'empêche qu'il y a en Chine une certaine panique. Donc il peut y avoir des effets économiques sur l'investissement, etc., qui sont liés à l'inquiétude, mais qui ne sont pas objectivement sous-tendus par une véritable baisse des exports. Donc j'ai l'impression que voilà, il n'y a pas énormément d'effet sur le volume du commerce, même s'il y a certains travaux économétriques sur longue période qui ont l'air de dire que les droits de douane ont des effets sur le volume du commerce. Mais honnêtement, dans le cas Chine-États-Unis, j'ai l'impression qu'on ne les voit pas, ou alors la spécialisation productive est devenue beaucoup plus forte au cours du temps. Le second sujet, c'est n'oubliez pas dans vos commentaires que des droits de douane, c'est des impôts et qu'on peut les rendre aux consommateurs ou aux entreprises. Parfois, on a l'impression dans les commentaires que les droits de douane s'envolent, disparaissent. L'année prochaine, les États-Unis vont lever 50 milliards de dollars de droits de douane sur les importations depuis la Chine. Ça fait 50 milliards de dollars de recettes fiscales pour le Trésor des États-Unis, qui ne va pas réduire son déficit public et qui va redistribuer les 50 milliards de dollars dans l'économie. Donc la hausse des prix des produits importés n'a aucun effet de revenu au premier ordre. Donc la seule chose qui reste, c'est une distorsion de prix relatif, puisque les produits taxés deviennent plus chers, mais il n'y a pas d'effet de revenu au premier ordre. On lit trop souvent, c'est un problème de pouvoir d'achat pour les Américains qui vont payer plus cher. Ben non, c'est pas vrai, puisqu'ils vont payer plus cher, mais le Trésor des États-Unis va redistribuer le montant des droits de douane. Donc, oui, pas forcément. Tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Apparemment, il y a un énorme programme d'infrastructure qui a été décidé par l'administration Trump. Il y a 150 milliards de dollars. Donc, quoi. Il y avait 15 milliards qui ont été donnés aux paysans du Middle West pour compenser la... Voilà, donc tu redistribues. Donc honnêtement, aujourd'hui, il ne faut pas surestimer, il me semble, l'effet du conflit commercial US-Chine. Alors ensuite, sur US-Europe, je ne sais plus qui autour de la table tout à l'heure, c'est pas une table, c'est deux tables, parlait de NAFTA, c'est toi, non, de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Moi, il me semble qu'on va se diriger aussi vers un accord de ce type, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus intelligent du point de vue des États-Unis. C'est-à-dire, au lieu de mettre des droits de douane, qui honnêtement est totalement inutile, de négocier le maintien d'un certain contenu local dans les productions ou des engagements d'achat de produits américains. Donc vous savez qu'il y a eu une rencontre, vous avez tous commenté ça, Juncker-Trump, où les Européens s'étaient engagés, à acheter des autos, alors un truc un peu bizarre, des autos, du soja et du gaz naturel liquéfié. Alors les autos, honnêtement, l'espoir est relativement faible parce qu'on n'a pas tellement envie d'acheter des voitures américaines. Enfin, si vous voulez garer le pick-up dehors, ça va pas être simple, quoi. Le soja, on en achète déjà, voilà. Et alors, par contre, le vrai sujet, c'est vraiment le GNL, le gaz liquéfié. C'est un énorme sujet. Je crois qu'il faut regarder de très près. Je pense que c'est la vraie motivation de Trump. Vous savez qu'aux États-Unis, on découvre des quantités absolument énormes de gaz et que pour l'instant, il n'y a aucune capacité d'exportation du gaz, puisqu'il faut d'abord le liquéfier puis l'exporter. Alors, le prix du gaz est dans une unité toute britannique, c'est le dollar par million de British Thermal Units.
Hein. 2 têtes, si vous voulez, par 7, ça vous fait en équivalent dollars par baril. Hein. Aux États-Unis, 1 million de BTU, ça vaut 2,60 $. Donc c'est comme si le pétrole valait 16 $ le baril, quoi. En Europe, il vaut 9. Hein, donc et donc ça fait 7 fois 9, 63. L'écart de prix, c'est qu'on ne peut pas arbitrer les marchés. En Asie, c'est à peu près le même prix qu'en Europe, même un peu plus. On ne peut pas arbitrer les marchés. Aujourd'hui, les États-Unis, ils s'étaient en fait équipés pour importer du gaz. Puis ensuite, ils ont trouvé le gaz de schiste et maintenant, il faut qu'ils en exportent. Donc il faut le temps de construire les équipements, mais ils sont en train d'être construits. Donc le développement majeur qu'il va y avoir, c'est le début de la capacité d'exportation de gaz liquéfié des États-Unis vers l'Europe, qui va réunifier, alors pas complètement, parce qu'il y a des coûts de transport qui sont de l'ordre de 5 $, mais qui va resserrer l'écart de prix. Et c'est là qu'il y a un problème stratégique terrible, c'est que l'Europe, n'ayant pas pris ça en compte, était en train de se mettre entièrement dans les mains des Russes pour son approvisionnement en gaz. D'où Nord Stream 2, enfin... Et évidemment, ceci, évidemment, est totalement en conflit avec la stratégie de Trump, consiste à dire aux Européens, ne vous mettez pas 100% dans les mains des Russes, diversifiez vos approvisionnements entre la Russie et les États-Unis. Et honnêtement, Trump a complètement raison. Je veux dire, l'Europe ne doit pas se mettre entièrement dans les mains de la Russie pour son approvisionnement en gaz. Et donc, j'ai fini. Donc, l'idée que l'Europe puisse négocier un accord raisonnable, je dirais, de libre-échange avec les États-Unis en mettant une partie de son approvisionnement en gaz à partir d'exportations américaines qui vont être techniquement réalisables l'année prochaine, me paraît une assez bonne idée, quoi, par rapport à une situation où on serait entièrement dans les mains de la Russie, qui pourra faire comme elle a fait comme à l'Ukraine, c'est-à-dire fermer le tuyau si jamais il y a un conflit diplomatique quelconque qui arrive. Donc Trump a complètement raison dans son dossier commercial avec l'Europe.